Salut, tu vas bien? Ouais. Assieds-toi seulement. J'arrive, assieds-toi, j'arrive. Alors, deuxième épisode, enfin deuxième présentation, Monsieur Fabrizio Chirighetti. Donc Fabrizio, c'est lui qui a inventé le concept de l'inflation. C'est lui qui maîtrise complètement le sujet de l'inflation. Il a écrit des livres dessus. Il sait tout. Donc si vous avez des questions sur l'inflation et surtout des réponses, c'est à lui qu'il va falloir les poser. Donc on va discuter gentiment. Et puis, tu as plein de photos à nous montrer. Et tu vas enfin pouvoir nous dire ce qui va se passer. J'espère. Bonjour. Donc, alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on passe dans un monde complètement obsédé par l'inflation, puisqu'on ne parle plus rien d'autre. J'ai l'impression que tout le monde a un avis sur la question, tout le monde sait ce qui va se passer, tout le monde a une perception. Et finalement, quand on regarde tous ces chiffres, tout ce qu'on arrive à mesurer, c'est le fait de dire « Ah oui, mais alors c'est plus fort que le mois passé ». Mais que finalement, on se fait une panique pour un écart de 0,1% sur un mois. Tout ça parce qu'il y a un côté psychologique, parce qu'on n'a pas fait de pic. Donc, toi, tu vois ça comment? Parce que je sais que tu as une vision quand même toujours un peu plus... c'est quand même le meilleur de tous, donc il a une vision qui est assez intéressante. Toi, t'en penses quoi? Oui, je sais, mais... Non, mais je pense en effet, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup d'exagération aujourd'hui autour de l'inflation. Tout à l'heure, vous parliez justement des Cassandres, des gens qui veulent faire peur aux gens. D'abord, je tiens à vous rassurer. Aujourd'hui, en Suisse, on est à 2,9% d'inflation. Alors certes, c'est au-dessus de l'objectif de la Banque centrale, qui est de 2, mais je vous rappelle juste qu'on a fait 10 ans où on était en dessous. Donc si on lisse un peu les choses, il n'y a pas de quoi d'avoir d'énormes inquiétudes en Suisse. Ensuite, on n'est pas du tout dans des pays où, historiquement, et là je ne parle pas seulement de la Suisse, mais même les États-Unis, on n'est pas au Zimbabwe, on n'est pas en Argentine, on n'est pas en Turquie. Donc ça se peut qu'aujourd'hui, il y a un excès d'inflation, mais on ne va pas partir dans vraiment la grosse maladie de l'inflation, parce que quand vous avez la grosse maladie de l'inflation, généralement, c'est aussi pas très bon pour l'économie. Et donc, voilà, juste pour dire, aujourd'hui, il y a beaucoup, disons, c'est vrai que peut-être on pensait qu'on n'allait jamais revoir des taux d'inflation aussi élevés, et on a été surpris. Mais il faut avoir tendance, tu disais tout à l'heure, les investisseurs ont une mémoire courte, et ils sont aussi myopes. C'est-à-dire qu'ils arrivent difficilement à se projeter au-delà de 3 mois, 6 mois. Donc ils prennent la tendance des 6 derniers mois et ils pensent que ça va durer à l'infini. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même souvent peu le cas. Mais alors justement, parce que toi tu dis que l'inflation elle va pas forcément monter en permanence, mais qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que c'est possible déjà aujourd'hui qu'on puisse avoir une inflation galopante aux États-Unis ou même en Europe, juste parce que les banques centrales n'auraient pas agi si vite, assez vite plutôt? Alors il y aurait eu une petite probabilité. En fait, l'inflation, ce qui est un peu dangereux, et c'est pour ça aussi que personne ne la maîtrise vraiment, et c'est pour ça que les banques centrales aujourd'hui sont inquiètes. Une fois que le génie il est sorti de la bouteille, c'est difficile de faire rentrer dedans. Et donc, c'est peut-être mieux d'être un peu trop prévenant, de s'assurer qu'on n'a pas ce génie qui sort complètement de la bouteille pour éviter après des soucis. Pourquoi je ne pense pas qu'il va y avoir de l'inflation? De manière très simple, que je pense tout le monde peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie de cette inflation est évidemment liée à la hausse des prix de l'énergie, à la hausse des prix de l'alimentaire et beaucoup de distorsions qui ont été créées avec la pandémie. Aux États-Unis, les gens ont reçu des chèques, ils étaient tous à la maison, les entreprises étaient fermées et tout le monde a acheté la même chose. Un sofa, une nouvelle chaise de bureau, un nouveau computer. Et évidemment, dans un monde où on produit juste au moment où on commande, ce n'était pas possible. Et donc, ça a créé des énormes distorsions. Tout ça, avec le temps, d'ailleurs, on le voit aussi maintenant, tout le monde veut partir en voyage. Évidemment, on avait viré les pilotes d'avion. Évidemment, on avait viré les gens qui servaient dans les restaurants. Évidemment, les hôtels avaient fermé. Donc, tout le monde veut consommer ça et on n'a plus la main-d'œuvre. Donc, il y a un certain temps où il faut un ajustement et ça crée évidemment une tension sur les prix. Mais pour qu'il y ait cet effet qui continue, il faudrait que le prix du baril redouble d'ici 12 mois. Puis après, si vous voulez que ça continue, il faut qu'il redouble ensuite. Donc, au bout d'un moment, tout ça, c'est pas tenable. Et donc, mécaniquement, ça va avoir tendance à se tasser. Et l'autre chose, c'est que pour que ensuite le mécanisme se mette en marche, il faut que tous les salaires augmentent. Et
de nouveau, je prends le cas de la Suisse. Si certains d'entre vous, comme moi, sont employés, je n'ai pas encore eu le courage d'aller voir mon employeur pour lui demander une augmentation de salaire. Donc, il faudra vraiment que ce mécanisme devienne beaucoup plus fort, en tout cas en Suisse, pour que ça se passe. Voilà. Donc, pour moi, on va rester avec une inflation certainement plus élevée que ce qu'on avait ces 10 dernières années, mais qui devrait quand même, au bout d'un moment, redescendre vers des niveaux plus acceptables, notamment aux États-Unis. Si jamais tu as tes slides, tu peux les présenter quand tu veux. Moi, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup dans les marchés en ce moment, c'est qu'on a tous cette mécanique inflation égale hausse des taux égale baisse des marchés. Et je me souviens d'une conférence qu'on a fait déjà ensemble où tu m'as dit que ce n'était pas tout à fait aussi simple que ça, quoi. Exactement. Et peut-être, je vais montrer un graphe qui, pour moi, est très intéressant quand vous avez vraiment les vrais problèmes d'inflation. Pas l'inflation à 7-8, mais des problèmes comme vous avez actuellement au Venezuela ou en Turquie. Excusez-moi, il faut que je aille un peu en avant, mais vous allez voir que ça, c'est relativement intéressant. Voilà. Vous avez ici deux graphiques. Sur la gauche, vous avez l'inflation au Venezuela. Alors, elle n'est pas montrée de manière annuelle, c'est juste l'indice de prix. Donc, j'ai rebasé l'indice de prix à 100 en 2017. Et vous voyez, j'arrive pas à calculer en trillions, mais c'est la ligne en orange. Vous êtes aujourd'hui, si le panier de la ménagère coûtait 100, aujourd'hui il coûte, c'est quoi, 5 trillions, j'arrive pas à voir, mais il coûte énormément. Je peux pas t'aider. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en vert, c'est l'indice des actions de Caracas. Hein. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça suit assez bien, finalement. Oui. Ça suit même très bien. Dans une moindre mesure, un autre pays qui fait face aussi à beaucoup d'inflation, aujourd'hui on est aux alentours de 70% d'inflation annuelle, c'est la Turquie. Ce n'est pas que l'économie turque, elle soit en plein boom, et ce n'est pas que vous ayez forcément une énorme envie d'investir en Turquie aujourd'hui. Mais vous regardez, il y a deux lignes, il y a la verte et la noire. La noire, c'est simplement l'indice des prix des actions, et la verte, c'est avec les dividendes qui sont réinvestis. Mais ce que vous voyez de nouveau, c'est que les actions de ces pays suivent assez bien l'inflation. Donc, comme tu disais, inflation monte, c'est plutôt positif pour les bourses. Pourquoi les bourses ne montent pas aujourd'hui? Déjà parce qu'on n'est pas dans ce cas-là, premièrement. Et puis l'autre chose, c'est que avant de monter, il faut que l'évaluation de ces titres s'ajuste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une très bonne performance de ces indices actions, mais en fait, leur niveau d'évaluation au départ, était très faible, ce qu'on appelle le PI. Combien vous êtes prêt à payer une action par rapport aux bénéfices qu'ils font. Donc en fait, aujourd'hui, le premier effet qui se coule, il n'est pas vraiment cool. Hein, le premier effet qui se coule, c'est ce que je montre ici, c'est le fait que vous partez avec des niveaux d'évaluation qui sont beaucoup trop hauts, parce qu'on a pensé, à tort, que les taux d'intérêt allaient rester indéfiniment bas, qu'on n'allait plus jamais avoir aucun souci avec l'inflation. Et donc, les gens étaient prêts à payer très cher des actions qui allaient vous donner peut-être beaucoup de bénéfices, mais très loin dans le futur. Si vous avez de l'inflation, des bénéfices très loin dans le futur, ça ne vous intéresse plus beaucoup. Vous, ce que vous voulez, c'est maintenant. Ça paye maintenant. Hein, imaginez que vous êtes au Venezuela, je suis votre employeur, je vous dis, je vais vous payer beaucoup, mais dans 10 ans. Vous allez dire, toi, tu es gentil, mais j'aimerais mon salaire tous les jours. Et bien, pour les actions, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est les actions qui font le mieux, ça aussi, vous regarderez, les actions qui sont parties avec des PI plus faibles, ce qu'on appelle des titres value, ont tendance, ils baissent quand même, mais ils ont moins baissé, par exemple, que les titres technologiques, qui, eux, ont des évaluations plus élevées. Donc, c'est là ce que j'essaye de montrer sur ces graphiques. Vous voyez que le sweet spot... C'est la météo, ça, donc. Hein. Ouais, c'est un peu la météo. C'est le PI, donc combien vous êtes prêt à payer les actions en fonction de l'inflation. Et vous voyez que sur le graphique à gauche, le sweet spot, c'est quand vous avez un peu d'inflation, mais pas trop. Et là, les marchés peuvent monter et vous avez des évaluations qui sont très fortes. Et ensuite, vous voyez les points rouges et les points bleus. Qu'est-ce que c'est? Les points rouges, c'est que vous avez un problème de déflation. Ça, c'est pas bon du tout. C'est le Japon. Ou les points bleus, un problème d'inflation. Et là aussi, vos évaluations baissent. Hein, de nouveau, il faut bien comprendre, ce n'est pas forcément que le marché action a baissé, c'est simplement que vous êtes prêt à payer beaucoup moins le marché action. Et vous voyez aussi ça, je l'ai fait avec les taux d'intérêt, vous voyez la relation, quand les taux d'intérêt sont faibles, les évaluations sont très élevées, quand les taux d'intérêt sont élevés, les évaluations sont basses. Et donc,
Désolé pour la réponse longue, mais je pense que c'est fondamental pour comprendre. Lorsque vous avez des taux d'intérêt qui remontent, le premier effet, toute chose égale par ailleurs, c'est de dire si cette action, j'étais prêt à la payer 20 fois, dorénavant, je veux la payer que 15 fois, voire que 10 fois. Une fois que ça sera fait, en admettant qu'on reste avec un problème d'inflation, vous allez voir que les inflations vont se mettre à suivre ce qui va se passer sur l'inflation. Ok. Et donc, quand on parle d'inflation, aujourd'hui, on nous dit comme principale raison de la hausse de l'inflation, on parle du pétrole. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on sait depuis des années que le pétrole est un gros problème de poids dans l'inflation, mais on est beaucoup moins stressé aujourd'hui. Bon, le marché a corrigé, mais j'ai l'impression que le pétrole, c'est plus aussi inquiétant qu'avant. Pourtant, ça fait quand même mal dans le panier de la ménagère. Ça fait mal. Il y a une chose, je n'ai pas forcément de graphique, mais j'ai un graphique où il y a le poids, simplement de voir quel est le poids. Le poids de l'énergie, généralement, c'est entre 10 et 15%. Tu disais tout à l'heure, et c'est très juste, historiquement, quand vous faites face, et ce n'est pas tant le niveau du prix de l'énergie, mais quand vous faites face à une augmentation très violente du prix de l'énergie, le premier effet, c'est un effet tout de suite sur les prix, mais le deuxième effet, c'est un effet récessionniste. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez dépenser pour l'énergie, vous n'allez pas le dépenser pour autre chose. Et en plus, l'énergie, disons, c'est pas un bien qui soit super technologique. C'est pas qu'il y a plein de gens qui bénéficient que vous achetiez de l'énergie. Il y a quelques Qataris, quelques producteurs de shale gaz, mais c'est pas que ça retourne immédiatement dans l'économie. Si vous achetiez, je sais pas, je dis n'importe quoi, des computers, il y a quand même des gens qui les fabriquent, il y a quand même de la valeur ajoutée, des gens qui gagnent des salaires avec ça, et peut-être l'effet serait plus bénéfique pour l'économie. Mais ce que vous dépensez pour l'énergie, généralement, n'arrive pas, disons, dans le reste de l'économie. Donc normalement, forte hausse des prix de l'énergie, on devrait avoir un effet récessionniste d'ici peu. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on sponsorise cette augmentation. Regardez en France, on vous dit « Ah, les prix de l'énergie augmentent, donc je vous donne un chèque ». Et donc, en fait, ça veut dire que ça peut continuer un peu plus longtemps que d'habitude. Parce que si finalement quelqu'un d'autre, et notamment l'État, intervient et vous finance ça, finalement, vous, pour vos dépenses de ménage, ça a un moindre impact. Et donc, ça peut retarder un peu l'effet récessionniste et prolonger un peu l'effet inflationniste. Donc, on voit ici, j'ai pris... malheureusement, j'ai fait juste la Suisse. J'ai ici pour les États-Unis, vous voyez que l'énergie qui est répartie dans différents secteurs. Ici, en plus, on ne l'a pas parce qu'on peut découper le CPI de différentes manières. Mais sachez que l'énergie, généralement, c'est entre 10 et 15% d'un indice CPI. Évidemment, ça, c'est dans les pays développés. Si vous êtes dans des pays moins développés, ça peut être beaucoup plus important. Puis après, quand vous faites l'analyse des pays émergents, c'est souvent un facteur qui est très discriminant entre ceux qui le produisent, type Mexique, Brésil, pays évidemment du Moyen-Orient, et puis ceux qu'on a besoin, genre la Turquie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un problème d'inflation en Turquie, parce qu'ils sont très dépendants de l'approvisionnement énergétique. Et quand on parle de composantes finalement du CPI, j'ai l'impression que c'est toujours assez difficile de voir finalement qu'est-ce qui fait réellement bouger ce chiffre. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que on est monté à 8,5, 8,6. Est-ce que réellement, on parle de la bouffe aussi, on parle du blé qui n'arrête pas de monter, qui peut poser problème, mais il y a quand même d'autres choses à l'intérieur de tout ça qui font que ça fait bouger ça. Aux États-Unis, c'est notamment, on est déjà sur la bonne slide, c'est la composante liée au prix des loyers, qui représente, si vous prenez ce qu'on appelle le headline CPI, le total, donc où on inclut dedans les prix de l'énergie et de l'alimentaire, ça représente 30%. Vous savez que généralement les économistes et même la Banque centrale ont tendance à enlever les prix de l'énergie et de l'alimentaire en disant ce n'est pas la politique monétaire qui va contrôler combien vous allez manger ou combien on va produire de bananes ou l'approvisionnement en énergie. Donc pour avoir entre guillemets une meilleure vue, on enlève ces composantes qui varient beaucoup, qui ont beaucoup d'influence, et on s'attarde à ce qu'on appelle en anglais le core CPI. Quand on prend le core CPI, le logement, c'est 40% de l'indice. Donc c'est super important. Problème,
c'est que la plupart des Américains, ils sont propriétaires. Donc on ne peut pas vraiment mesurer un loyer pour la grande majorité d'eux. Donc il y a une formule mathématique que j'ai mis ici, je vous laisserai, je ferai une interrogation à la fin. Celui qui trouve la réponse, il gagne un... Voilà, il gagne quelque chose. Oui. Mais tout ça pour dire qu'il y a 30%, c'est une formule mathématique super théorique. Et donc qui ne reflète peut-être pas forcément exactement la réalité. Mais ce qu'on sait, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer sur le graphique, le petit graphique, c'est quand même lié au prix de l'immobilier, qui est la ligne en rouge, en variation annuelle. Et vous voyez que les prix de l'immobilier aux États-Unis, sur les 12 derniers mois, c'est 20% d'augmentation. Et la ligne en verte, c'est justement le calcul de ces loyers fictifs. Et vous voyez que c'est corrélé, mais avec du retard. Et donc, ça veut dire, quoi qu'il arrive aujourd'hui avec les décisions de la Fed, avec l'économie, avec ce que vous voulez, cette ligne en verte va continuer de monter. Mais cette ligne rouge... Et ça, aujourd'hui, elle est à 5,5. Vous faites 5,5 de 30%, si vous prenez le headline, vous avez déjà 1,5. Vous faites 5,5 de 40%, vous êtes déjà à 2. Et ça, c'est incompressible pour les 12 prochains mois. Donc, on sait déjà que pour 12-24 mois, on part de cette base de 2. D'accord ? Donc le pic d'inflation, il n'est peut-être pas forcément pour le mois prochain. Alors, ça veut pas... voilà, c'est peut-être pas forcément pour le mois prochain. En tout cas, de nouveau, je répète, peut-être ça va baisser, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on espérait. Et puis l'autre chose, puisqu'on parlait de la façon dont on mesure le CPI, c'est aussi quelque chose, je pense, qu'il faut garder en tête. Comme toutes les moyennes, c'est jamais bon. C'est-à-dire que personne ne se reconnaît dans une moyenne. En fait, je devrais tourner la phrase d'une manière différente. Vous vous reconnaissez dans une moyenne quand tout le monde est moyen. Mais du moment que vous avez des populations qui deviennent de plus en plus hétérogènes, vous imaginez bien que le panier de la ménagère pour une personne qui gagne 3 000 ou 4 000 francs suisses par mois n'est pas du tout le même que quelqu'un qui a un salaire beaucoup plus élevé. Et donc les poids, voilà, c'est une moyenne, personne ne se reconnaît dedans. Et en plus, aujourd'hui aussi, on fait face, vous allez au supermarché, vous allez à la Coop, à la Migros. Moi, je suis toujours choqué quand je vais devant les céréales. Vous avez les céréales premier prix qui vont peut-être coûter 2-3 francs le paquet. Mais après, si vous mangez de la céréale à haute valeur ajoutée, celle qui vous fait du bien, etc., ça peut aller jusqu'à 10 francs. Donc, lequel je prends ? Lequel je mesure ? Et j'ai voulu illustrer ici la problématique. Ici, c'est pour l'Office fédéral de la statistique, mais c'est le même problème aux États-Unis, en France ou n'importe où. C'est qu'on peut très bien, à la limite, mesurer le prix de certains biens. Ici, j'ai pris l'exemple des fruits. Les fruits, c'est quelque chose qui compte, vous voyez, 1,15% de l'indice des prix des ménages en Suisse. Mais là, on peut faire des divisions. Vous avez fruits frais, fruits surgelés, fruits secs, etc. Et dans les fruits frais, vous avez même agrumes, fruits à noyaux, fruits à pépins, bananes, fruits exotiques. Vous voyez les poids ridicules. Et il y a des gens qui vont mesurer tout ça. OK, fine. 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Maintenant, vous dites, bon, c'est quand même marginal tout ce machin-là. Ce qui compte, c'est les loyers, on l'a dit tout à l'heure, les loyers. Alors les loyers, combien de catégories ? Ah ouais, 2. Ah non, il y a location de garage et de place de parking. Il y a location de garage, mais disons, les loyers, les vrais loyers. 2, c'est loyer du logement, donc le loyer que les locataires payent. Et puis la deuxième, c'est la même chose que pour la Fed, c'est le loyer, vous voyez, imputé pour les propriétaires. Attendez, il n'y a pas de différence entre un appartement au bord du lac, en centre-ville, en périphérie, un 2 pièces, un 5 pièces. À Genève, on a tous un appartement au bord du lac. Ah, c'est vrai. Et donc, vous voyez déjà la faiblesse de ce machin-là. Alors, c'est des estimations, c'est des hypothèses, mais vous voyez bien qu'on a de la peine à mesurer ça. Et ensuite, maintenant, imaginez un indice CPI au Moyen-Âge, il n'y avait pas autant de biens que ça et c'était relativement facile à les mesurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de biens, il y a des services qui peuvent être très différents et puis il y a surtout la technologie. Je prends l'exemple de WhatsApp. WhatsApp révolutionne complètement ce que j'ai appris en économie. En économie, qu'est-ce que j'ai appris ? Il y a une courbe d'offres, il y a une courbe de demande, les deux ont une certaine pente et puis il y a un prix qui se fait suivant l'utilité marginale. WhatsApp, là, si tu as envie d'envoyer 400 millions de messages, tu peux envoyer 400 millions de messages, le coût de tout ça, le prix de tout ça, c'est 0. Donc, voilà, il y a des choses où on n'arrive pas, les économistes n'arrivent pas à capturer
cela dans l'inflation. Donc attention, la mesure de l'inflation, et ce qui est quand même hallucinant, c'est que c'est quand même une mesure qui est utilisée pour indexer les salaires, pour indexer les pensions, et c'est une mesure qui est quand même relativement faible, disons en termes de statistiques et de solidité. C'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, on a quand même, si on réfléchit assez logiquement, je vais faire assez basique pour moi, finalement, on a regardé des chiffres inflationnistes aux États-Unis qui sont à peu près similaires à ceux qu'on avait le mois dernier. C'est pas que ça a monté beaucoup plus, ça n'a pas baissé. Mais on arrive à faire démonter un marché et à nettoyer 9,3 trillions de capitalisation boursière sur des chiffres qui sont abracadabrantesques, comme disait M. Jacques Chirac. C'est quand même incroyable. C'est ça. C'est les marchés, hein, tu le sais mieux que moi. Hein. Oui. Donc voilà, sur une mesure qui peut être remise en cause assez facilement, on pourrait s'interroger de la significativité, surtout à 0,1 près. Voilà, les marchés sont capables de bouger énormément. Bon, la raison, c'est pas tant le chiffre en tant que tel, c'est la réaction que ça a engendré au niveau de la Fed. Mais la Fed est la première au courant de la faiblesse de cette mesure et donc aurait pu peut-être un peu calmer la chose. Mais ensuite, il y a les politiques qui s'en mêlent, les ménages, pas forcément tout le monde a le même niveau d'éducation et connaît ça. Donc de rentrer dans les détails de tout ça, d'aller expliquer aux ménages moyens les faiblesses de cette mesure, c'est évidemment un rôle relativement compliqué et que personne ne fera. Ah, moi, il y a un truc qui m'intéresse, parce que je crois savoir, selon mes informations, que tu es expert dans l'investissement sous inflation. Comment investir quand on vit des périodes comme ça? Ah, exactement. Donc, Et la vérité, c'est que j'ai géré pendant très longtemps un fonds qui s'appelait le MAIS. Pourquoi MAIS? C'était Multi-Asset Inflation Shield. Bon, je me disais toujours qu'à un moment, peut-être l'inflation allait revenir. Et donc, ça serait intéressant d'avoir un fonds qui se différencie un peu de la concurrence, puisque on parlait de déflation, etc. Et l'ironie, c'est qu'on l'a fermé, je pense, il y a 2-3 ans, parce qu'on n'arrivait pas à collecter. Évidemment, il n'y avait pas d'inflation. Mais l'avantage pour moi, c'est que j'ai pu réfléchir pendant très longtemps à ce qu'il fallait faire s'il y avait de l'inflation. Donc, je vais partager avec vous un peu le fruit de mes réflexions à cette époque. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas quelque chose où il dit, voilà, il suffit de faire ça. Voilà, il n'y a pas. Généralement, le cash, ça ne va pas marcher. On le voit bien aujourd'hui. Le cash, vous avez généralement des rendements qui sont plus faibles que ceux de l'inflation. En Turquie, le rendement du cash est à entre 10 et 20%. Vous avez 70% d'inflation. Donc peut-être vous ne perdez pas d'argent nominal, mais dans l'inflation, c'est peut-être ça que j'aurais dû commencer, il faut réfléchir en termes réels et plus en termes nominal. Donc à chaque fois, il faut déflater de l'inflation. Les obligations, à moins que vous commenciez avec des taux qui étaient extrêmement élevés et qui prenaient déjà en compte ce risque d'inflation, vous voyez bien que les obligations se font démonter. Donc ça ne marche pas. Les actions, je vous ai montré qu'à un certain moment, ça peut marcher, mais il faut que les évaluations soient très basses. Et pourquoi les actions marchent? C'est parce que c'est un actif réel. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans des pays où il y a de l'inflation? Tout le monde a lu peut-être ce qui se passait à l'époque en Russie, où tout le monde sait ou imagine ce qu'il ferait s'il était au Venezuela. C'est que vous recevez votre salaire, il ne faut pas garder l'argent, il faut tout de suite acheter un bien réel, un bocal de cornichons, une conserve, quelque chose que vous allez pouvoir échanger après. Je vous rassure, ou pas, vous n'allez pas devenir riche en faisant ça. Vous allez juste éviter de vous appauvrir. Vous allez préserver votre pouvoir d'achat. Donc il faut des actifs réels. Et tu abordais tout à l'heure, l'actif réel, par définition, c'est les matières premières. Mais, monsieur disait tout à l'heure, ce n'est pas si évident que ça d'avoir de l'exposition à ces marchés-là, parce que justement, il y a ces futurs. Je voulais préciser que même pour un privé, c'est difficile d'en faire. Vous ne pouvez pas faire des futurs parce qu'il y a le risque de livraison. Donc la banque ne va pas vous laisser faire ça, parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver avec je ne sais pas combien de barils livrés devant les bureaux de Swissquote ou de la BCV. Ah non, mais ils ont de la place, ils ont un grand champ vide à côté. Là. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui va le faire. Il va le faire à travers une banque, et c'est la banque qui détient ces futurs pour monsieur. Donc la livraison va se faire à la banque. Et donc il y a ces problèmes de contango, etc. Donc c'est relativement difficile, à moins d'aller directement au supermarché, acheter ses bouteilles de coca, ses patates, etc.
Là, j'ai montré juste aussi un exemple. J'ai regardé différentes périodes où il y a eu de l'inflation. Vous voyez que ce n'est pas toujours la même chose qui fait bien, parce que ça dépend de quel niveau vous partez, ça dépend à quel niveau ça monte, ça dépend de quelle va être la réaction de la Banque centrale, ça dépend d'un tas de choses. Et généralement, vous ne pouvez pas juste isoler l'inflation et dire « Ah, il y a beaucoup d'inflation, je fais ça. Il y a peu d'inflation, je fais ça. » Il faut toujours prendre le contexte en général et considérer inflation, croissance, réaction de la Banque centrale. Vous voyez ? Aujourd'hui, si la Banque centrale américaine disait « il y a 10% d'inflation et je m'en fous, je ne bouge pas les taux », ben, le dollar, il serait à la cave et l'or ferait très bien. Alors qu'on a vu que l'or n'a pas fait grand-chose depuis le début de l'année et que le dollar s'est pas mal apprécié. Donc vous pouvez avoir des réactions totalement différentes des marchés et probablement le marché action même, il aurait moins souffert qu'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il serait positif, mais il aurait moins souffert. Donc, vous êtes toujours obligé de regarder cette triptyque. Et je dirais même peut-être une quatrième dimension, c'est la réaction du gouvernement. Que fait le gouvernement? Est-ce qu'ils font comme en Turquie, en Argentine, en disant ben, « c'est pas grave, je vais vous distribuer des chèques, hein, tac, 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 tac ». Ça, généralement, ça va encore augmenter l'inflation. Ou est-ce qu'ils vont se mettre en position d'austérité? Mais est-ce que tu penses réellement qu'aujourd'hui, on voit la décision, les annonces multiples de la Banque Centrale Européenne qui nous disent qu'ils vont lutter contre l'inflation en montant les taux à coût des 0,25%. Est-ce que tu crois vraiment que finalement, des micro-hausses comme ça, il va réellement y avoir un impact à terme sur l'inflation? Ou est-ce qu'on est en train de complètement marcher sur la tête? Alors, de nouveau, désolé, ça va être une longue réponse. C'est pas grave, j'ai encore... Ces 10-15 dernières années, toutes les banques centrales ont essayé de créer un peu plus d'inflation. Est-ce qu'elles y ont réussi? Pas vraiment, non? Pas vraiment. Il leur a fallu la pandémie. Mais c'est pas grâce à eux, là, on va pas leur mettre ça sur le dos quand même. Voilà, mais disons, admettons que ça soit un peu grâce à eux. En tout cas, pendant 10-15 ans, leur track record a été relativement faible. Donc, est-ce que c'est grâce à eux qu'on va contrôler l'inflation? Une partie, ça se peut, mais de nouveau, est-ce que c'est parce que vous remontez les taux de 0,25 que vous allez retrouver des chauffeurs de camions ou des gens qui vont venir servir à votre restaurant? Je ne suis pas certain. Donc voilà, première réponse, en partie non, en partie oui. Pourquoi? Parce que à force de monter les taux, ça, ce qu'on appelle, ça resserre les conditions financières. C'est-à-dire ça renchérit le coût du crédit, les actions baissent, ça fait baisser le sentiment. Et donc, au bout d'un moment, vous allez détruire de la demande. Donc, peut-être que vous n'allez pas trouver un nouveau serveur pour votre restaurant, mais à force de faire baisser les marchés et de créer un environnement beaucoup moins porteur, eh ben, ça va vous passer l'envie d'aller au restaurant. Et donc, ça va résoudre le problème. Hein, vous voyez, à la place, on n'a aucun contrôle sur l'offre, mais sur la demande, au bout d'un moment, si la Fed décide vraiment de monter les taux, ben ouais, elle peut casser complètement la demande. Et à ce moment-là, vous allez résoudre votre problème d'inflation et potentiellement vous retrouver dans 24 mois avec un problème de déflation. Ils ne peuvent pas nous confiner de nouveau, peut-être? Ce serait pas une... Peut-être, ou en tout cas, certaines personnes qui veulent trop dépenser. Voilà. L'autre chose aussi, de la limite, je trouve, de la politique monétaire, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent ces questions, mais pour moi, c'est fondamental, et c'est là où tout le bas blesse, à mon avis. C'est l'histoire de la continuité. Je m'explique. L'économie va bien, la Banque centrale monte les taux. D'accord? Monte les taux. Tout d'un coup, ça commence à aller moins bien. Bon, elle les baisse. D'accord? Mais vous voyez qu'elle les baisse toujours de manière graduelle. Il n'y a jamais de zigzag. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que potentiellement, ce qui aurait été beaucoup mieux comme chemin, hein, je m'intéresse au chemin de la politique monétaire, c'est, il y a 6-12 mois, de se rendre compte qu'on a un problème d'inflation, les taux étaient à zéro, à la place de dire, bon, ben oui, on a vu, mais d'abord, il faut qu'on arrête le QI, puis après, on va passer de 0 à 0,25, puis après de 0,25 à 0,75. En fait, il y a 12 mois, l'économie était super haute, ça tirait de tous les côtés. Et là, vous auriez monté d'un coup de 0 à 1, peut-être à 2, le marché, à la limite, il aurait fait un petit saut, mais il aurait pu le digérer. Là, vous arrivez déjà un peu à la fin, c'est-à-dire l'économie, elle est déjà en train de ralentir.
Puis vous avez ce problème d'inflation, puis vous êtes toujours à zéro. Donc elle est à contretemps. Vous voyez, il n'y a pas de banque centrale qui dit, bon ben, d'ailleurs, comment elle sait que le bon taux c'est zéro aujourd'hui? Personne ne sait. Donc pourquoi pas le mettre à 1 d'un coup ou à 1,25, vous voyez, de ne pas avoir cette continuité. Et ça, c'est quand même un gros souci, ce qui fait que les banques centrales arrivent toujours en retard et ben, ça crée les cycles, quoi, parce que maintenant, ils vont monter les taux, potentiellement, ils vont régler le problème d'inflation, puis on va se rendre compte dans 12 mois qu'ils les ont trop montés ou trop tard, et puis on aura une récession, puis ils devront rebaisser les taux, et voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il pourrait intervenir entre les meetings il pourrait agir beaucoup plus rapidement plutôt que d'attendre chaque fois à la fin du mois, puis les vacances d'après, puis... Il y a eu des interventions, notamment quand il y avait, notamment quand il y a eu la crise du subprime, il y a eu des interventions intermeeting. Mais c'était souvent pour les baisser. Une intervention intermeeting pour les monter, surtout maintenant que ça fait déjà 12 mois qu'on sait qu'il y a de l'inflation, c'est vraiment un peu. Je pense que les marchés le prendraient vraiment pas bien. Voilà, maintenant explique-moi une réaction, moi que j'ai vraiment de la peine à comprendre. La semaine dernière, vendredi, on a le CPI qui montre que finalement l'inflation ne baisse pas. Jusqu'à maintenant, on avait une conviction assez profonde que les taux allaient monter de 0,5% en juin, de 0,5% en juillet, probablement aussi en septembre, octobre, novembre. Tout le monde était d'accord avec ça. Il y a une espèce de consensus global, c'est clair et net. Moi, j'ai un chiffre qui, pour moi, c'est comme s'ils avaient pris les chiffres du mois précédent, ils avaient fait un copier-coller, puis ils avaient juste corrigé des trucs pour faire joli. Et derrière, on a un changement de perception du marché qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a le marché qui s'effondre, tout le monde qui tourne la veste, qui est en train de dire... Je regardais les chiffres lundi matin, on estimait à 18% le nombre d'analystes qui pensaient qu'ils allaient monter les taux de 0,75%. Mardi matin, on est déjà monté à 70%. Il s'est passé quoi? Moi, j'ai raté quoi? Je sais pas, j'étais pas à la maison hier, mais je veux dire, il s'est passé un truc. Comment c'est possible d'arriver à ça? Le marché, il anticipe. Donc, il anticipe, ça, c'est clair. Il anticipe, mais il revoit sans arrêt son anticipation. C'est-à-dire que toute nouvelle donnée vous fait changer la route. Et donc, tout le monde était relativement... En fait, la Fed est en retard. En fait, le problème, c'est ça. C'est ce que j'étais déjà aussi en train de vous dire tout à l'heure. C'est qu'on est behind the curve sans arrêt. Et donc, le marché, si vous prenez la Fed, au début de l'année, je crois qu'on attendait 2 ou 3 hausses de 25 points de base pour toute l'année. Aujourd'hui, j'ai perdu le compte, mais on s'attend à ce que les taux finissent à 2,5, 3, voire même au-dessus, en partant de 0. Donc ça veut dire plus de 10 hausses de 25 points de base. Et donc ce dernier chiffre est là, et là c'est aussi la Banque centrale qui est responsable de ça. Ça a été un avantage dans le passé, c'est devenu un inconvénient. C'est ce qu'on appelle le forward guidance. C'est d'essayer de guider le marché, d'accord? De dire, surtout quand les taux étaient bas, c'est de dire, rassurez-vous, les taux sont bas et ils vont le rester très longtemps. Ça, c'est joli tant que les taux restent bas, en effet, pour très longtemps que vous n'avez pas de problème d'inflation. Mais du moment que le mur arrive, et qu'il arrive beaucoup plus vite que prévu, vous voyez le souci? C'est que tout d'un coup, vous devez dire, non, en fait, le mois passé, je vous avais dit qu'il fallait attendre très longtemps, mais en fait, on vient de recevoir une donnée, et en fait, le mur, il est déjà là. Et puis, si vous prenez, et je vais vous dire même le mot exact qui a causé ça, et je vous conseille aussi de suivre ça, moi je tire beaucoup d'enseignements, c'est ce soir, on est mercredi, voilà. Ce soir, il y a la décision de la Fed, il y a un script qui est donné. La première chose, c'est d'analyser ce script par rapport à celui du mois passé. Et là, vous allez voir les différences de nuances où on dit le marché du travail est très tight. Alors, on va peut-être enlever le très. Donc, ça veut dire déjà qu'ils sont un peu plus rassurés. On va changer 1 ou 2 mots, donc ça vous montre un peu le mood. Mais ce qui est intéressant, c'est la conférence de presse qui se passe après, où il y a des journalistes, des analystes qui vont poser des questions aux gens de la Fed, à Powell, et il va répondre. Et vous avez sa réponse et comment évolue le marché, parce que le marché n'est pas encore fermé. Et vous allez voir que ça dépend de peu de choses. Et la dernière fois, ce qu'il a dit, et à mon avis c'est une erreur de politique monétaire, il y avait une question, oui, qu'est-ce qu'il faudra pour que vous fassiez une pause ou que vous réassessiez un peu tout ça. Et il a dit, il nous faudra des preuves convaincantes d'une baisse de l'inflation. Et le problème, c'est que ton chiffre de vendredi, même s'il n'a pas baissé beaucoup,
En tout cas, ce n'était pas une preuve convaincante de baisse de l'inflation. Et donc, j'interprète ça comme il n'y a pas de baisse, donc ils vont continuer à monter. Mais il n'aurait pas mis ce mot et il aurait peut-être dit on va quand même regarder quand même aussi la croissance, puis si la croissance commence à ralentir, on va tenir en compte ça, le marché aurait réagi différemment. Donc voilà, des fois, ça dépend de peu de choses, c'est des subtilités, tout le monde se focalise là-dedans, le marché construit son narratif autour de ça, construit un scénario qui semble relativement solide parce que toutes les pièces jouent, puis tout d'un coup, vous avez un microbe ou un virus qui arrive là-dedans, et puis vous voyez que toute la construction tombe, et vous devez très vite reconstruire le scénario, et vous dites, le marché, ça veut dire 5% de moins, etc. Et c'est dans l'ajustement que ça crée beaucoup de volatilité. Mais alors, tu dis aujourd'hui très clairement que la Fed est en retard sur la hausse des taux. On ne peut pas leur en vouloir, puisque de toute façon, au mois de novembre l'année dernière, ils étaient encore convaincus qu'il n'y avait pas d'inflation, qu'elle était sous contrôle, et puis qu'elle était, dans le pire des cas, que transitoire. Mais alors, si la Fed est en retard, la BCE, ils sont où dans le train, là? Ils sont encore restés sur le quai de la gare, là, visiblement. Oui et non. Alors, il faut dire quand même, à leur décharge, et à la mienne aussi, parce que je gère des portefeuilles et les performances ne sont pas géniales cette année, on a quand même eu la guerre en Ukraine qui n'était pas prévue et qui a évidemment aggravé certains problèmes. Et notamment pour l'Europe et pour la BCE, il y a un problème qui n'est pas le même que pour les États-Unis, c'est que, il y a un impact sur la croissance économique qui est beaucoup plus important parce que c'est nos voisins. Donc la guerre à côté, ça fait plus de dégâts économiques forcément pour les États-Unis. On a plus de dépendance à l'énergie. Et donc, ça fait aussi augmenter les prix plus vite qu'aux États-Unis. Et ce que je voulais vous montrer, désolé, c'est que l'inflation en Europe, voilà, si j'enlève, alors vous ne voyez pas grand-chose, mais je vais vous expliquer. Eux, ils l'ont en grand. Nous, ils l'ont en grand, voilà. Moi, je l'ai en petit. Donc, on a le graphique à votre gauche, c'est l'inflation aux États-Unis, ce que j'appelle le headline avec l'énergie et l'alimentaire, et le vert, c'est sans l'énergie et l'alimentaire. Donc, le headline, aujourd'hui, vous êtes à 8,3, et le corps, vous êtes aux alentours de 6. À droite, je vous ai fait les core inflation, donc sans l'énergie et l'alimentaire, dans d'autres zones géographiques. Et vous voyez qu'en Europe, vous êtes à 3, 4, 5, mais vous n'êtes pas à 6. Donc, en fait, il y a quand même moins de risques d'inflation sous-jacente en Europe, si vous enlevez la partie énergie. Une des raisons aussi, c'est que le marché du travail, il est beaucoup moins resserré. Et on peut très bien imaginer, si je prends par exemple le cas de l'Italie, il y a un énorme potentiel ou un énorme réservoir de travailleurs qui se situe au sud de l'Italie. Donc avant que le marché du travail, qu'on n'arrive plus à trouver de travailleurs en Europe, il va falloir un certain moment. Donc il y a moins de chances d'avoir cet engrenage où l'augmentation des prix devient une augmentation de salaire qui ensuite renourrit une augmentation des prix. Mais c'est clair qu'avec des taux négatifs, la BCE est en retard, et la BCE vous disait pas plus tard que décembre qu'il était quasiment exclu de voir une hausse de taux cette année, alors que maintenant Mme Lagarde pense que, ou en tout cas le marché s'est mis à pricer, qu'on va avoir une hausse de 150 points de base d'ici la fin de l'année, donc il reste que 7 mois. Okay. Donc moins de risque d'inflation en Europe, à mon avis, si ce n'est de la mauvaise inflation. Là aussi, c'est comme le cholestérol. Il y a du bon et du mauvais cholestérol. Là, c'est plutôt du mauvais cholestérol. C'est de la mauvaise inflation liée à ces prix de l'énergie. Vous voyez, c'est la crise cardiaque quand même. Donc... Et donc, il risque, là, justement, de causer plus une récession que le reflet d'une économie qui surchauffe ou qui va trop bien. Alors, justement, récession, stagflation, déflation, mutation. C'est ça, un peu la complexité aujourd'hui des marchés. Ces 10-15 dernières années, je vous ai dit à un moment, pour faire un investissement, pour construire un portefeuille, il faut regarder la croissance, l'inflation, les banques centrales, à la limite les politiques budgétaires. C'est un peu moins vrai parce que ce n'est pas que la politique budgétaire change tous les 3 jours. Donc on a une vue normalement à moyen long terme, après il y a des élections, mais ça change peu. Ces 10-15 dernières années, il n'y avait pas d'inflation. Donc ça se limitait, croissance, banque centrale. Là, maintenant, vous avez un triptyque, donc il faut avoir aussi une vue sur l'inflation. Et donc, c'est pour ça que ça devient un peu plus compliqué,
Mon scénario central, parce qu'il faut toujours un scénario central, c'est qu'évidemment maintenant les banques centrales vont monter les taux, en tout cas à 6-12 mois, mais qu'à un certain moment, vous allez avoir un impact sur la croissance. Et la croissance va commencer à ralentir. La croissance va commencer à ralentir, l'inflation va commencer à baisser, les banques centrales vont devenir un peu moins vocales. Et là, est-ce qu'on va avoir un soft landing ou un hard landing? La plupart du temps, on n'a pas de soft landing. Donc, il y a quelque chose qui va mal se passer. On va virer plutôt sur un scénario de récession. Mais de nouveau, si vous avez une récession avec de l'inflation élevée, ce n'est pas la même chose que si vous avez une récession sans inflation, notamment dans un monde où il y a de la dette. Pourquoi? Parce que la dette, elle est effacée par l'inflation. Et si vous avez une récession dans un monde où il n'y a pas d'inflation, vous vous retrouvez en déflation, et là, le problème de la dette vous tire vers le bas. Donc, tout ça pour vous dire qu'on pourrait avoir une récession, mais qui finalement n'inquiète pas autant les marchés que d'habitude, parce qu'il y a un peu d'effet prix qui masque un peu tout ça. Et évidemment, pour nous, c'est le point de bascule. C'est à quel moment on va passer, on vous parle d'inflation, 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 à quel moment on va oublier ce sujet et Thomas va vous parler tous les matins de récession, récession, récession. Il y a encore probablement quelques mois. Ou des matchs de l'équipe d'Italie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, ce ne sera pas en décembre en tout cas. Voilà, je rebondis, je commence à rebondir un peu sur les questions parce que je sais que tu as un taxi à prendre après. Est-ce que toi, tu vois des similitudes avec ce qui s'est passé dans la crise des années 70 quand on était en stagflation, la crise pétrolière, le choc pétrolier, là, je montrais avant, c'est là où on a eu une des pires périodes de marché, d'abord parce qu'il se passe rien, mais en plus on s'est fait démonter. Est-ce qu'on a la possibilité de se retrouver dans une situation similaire? Est-ce qu'on a un risque de voir Powell nous faire du Volcker et puis monter les taux à 20%? Non, je ne pense pas à 20%. Il y a certaines similitudes quand même. Avec il y a toujours des différences. Les différences, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même moins de dépendance au prix de l'énergie. Il y a des solutions, notamment pour les États-Unis avec le shale gas. Comme je l'ai dit, il y a un certain entre guillemets, sponsoring des États pour financer ce surcoût de l'énergie. Donc voilà, et puis on est dans des chiffres d'inflation. On voit aux États-Unis, on était monté à, là on a le graphe, on était monté à 12-13%. Je ne pense pas quand même qu'on va monter à ces chiffres-là d'inflation. Et d'ailleurs, vous voyez que la ligne orange, le core inflation, était aussi monté à 14%. Donc là, on ne va pas, je pense, je suis quasiment assez certain, on ne va pas monter à ces chiffres-là. L'unique moyen de monter à ces niveaux-là, c'est d'avoir un effondrement de la monnaie, du dollar, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui, parce que sans dire que le dollar est la plus belle des devises, mais c'est certainement la moins moche des mariés potentiels. Donc le dollar tire son épingle du jeu dans ce contexte-là. Tu penses que ce soir, c'est quoi tes prédictions à toi? Ton spreadsheet Excel te dit quoi à toi? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est mieux pour le marché de faire 75 points de base que de faire 50 et de se retrouver encore derrière et d'avoir toujours ce risque qu'ils vont devoir continuer. Finalement, c'est un peu ça. La Fed, c'est un peu comme des parents qui grondent les enfants. Ils disent oui, non, mais si tu fais ça, je vais te mettre une fessée. Finalement, c'est mieux de mettre la fessée. Tout le monde se calme, ça fait mal sur le moment. Même si on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, même si on ne sait pas pourquoi. Mais une fois que c'est fait quoi. Et puis on l'a eu et puis on a vu qu'on n'est pas mort. Donc finalement, c'est mieux d'avoir la fessée et ça serait mieux de faire, je pense, 75 points de base. Alors sur le moment, le marché, je ne dis pas il va bien le prendre, mais ça va permettre de créer un floor et justement d'arrêter chaque fois, de dire ah merde, il faut que je remette 25 points de base pour le mois prochain. Donc ça serait déjà pour la dynamique du marché, je pense que ça serait déjà quelque chose de positif. 100 basis points, tu y crois? Oh, ça serait marrant. Franchement, ça serait se désavouer. C'est dire on a eu tout faux depuis une année, puis maintenant on a le couteau sous la gorge. Ces gens-là, c'est quand même des gens qui sont élus. C'est des politiques, c'est des gens qui ont une crédibilité. Là, ça voudrait dire, ouais les gars, ça fait 12 mois qu'on disait... Il y a 12 mois, on disait c'est transitoire. Il y a 6 mois, on disait on est dans les temps. Puis tout d'un coup, on surréagit. Donc 100 points de base, ça pourrait être pris même négativement en disant ils sont en mode panique. Vous voyez, des fois la subtilité, elle est très fine. Et c'est pour ça que ça va être clé d'écouter le discours
après, et pas juste regarder 50, 75, 100, mais d'écouter ce que Powell va dire. Et vous pouvez, ce qui est génial, c'est que vous regardez le marché. Et vous voyez, il dit un truc, le marché monte, il dit le truc qu'il ne fallait pas dire, le marché baisse. Et ça vous donne, comment dire, c'est comme un feeling. Les gens qui font du surf et tout, ils regardent les vagues et puis au bout d'un moment, ils comprennent comment vous allez acquérir en fait un peu ce feeling. Ça ne va pas vous aider à faire des prévisions, mais vous allez comprendre un peu le mood du marché, la sensibilité que toi et moi, on a pu avoir, pas parce qu'on est plus géniaux que les autres, mais ça fait 20 ans. Quand même. Marginalement, pour toi. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc on commence à ressentir un peu les choses. Je crois que ça va être votre tour, parce qu'après, Fabrizio va devoir partir. Donc, si vous avez des questions, on va vous apporter un micro. Attendez, on vous donne un micro. Pour que tout le monde entende. Et l'or dans tout ça. Merci. C'est ma meilleure slide, et d'ailleurs, elle était là, ça allait venir. L'or dans tout ça. C'est la meilleure slide, et je peux vous dire, nulle part ailleurs, vous verrez ce graphique. Si vous comprenez ce graphique, vous avez compris l'or et le problème de l'inflation. Sortez vos iPhones, vos smartphones, prenez des photos, parce que vous ne le verrez plus jamais après celui-là. Vous ne le verrez plus jamais, nulle part ailleurs. L'or... Par contre, moi, j'ai la présentation sur PowerPoint, donc si jamais moyennant France... L'or, il faut le voir comme une devise, comme une monnaie alternative, indépendante des gouvernements, un moyen d'échange. D'accord ? Parce que tout à l'heure, on parlait des boîtes de conserve, etc. Mais les boîtes de conserve, si vous avez une conserve d'haricots, peut-être que ce jour-là, personne ne voudra des haricots, donc ça va être difficile. L'or, c'est historiquement le moyen d'échange le plus commun. Je vous explique ce que vous avez sur ce graphique. Sur le graphique de gauche, vous avez le CPI de différentes grandes économies rebasées à 100 en 1970. Donc en violet, c'est l'indice des prix en Italie depuis 1970. Ensuite, en noir, vous avez le Royaume-Uni. En jaune, vous avez la France. En rouge-orange, les États-Unis, etc. Et la Suisse est tout en bas. Il y a quand même un truc que vous gagnez là, visiblement. Ouais, on ne gagne pas vraiment parce que c'est l'inflation. Donc en fait, ça veut dire que celui qui s'était endormi, qui avait laissé un billet de 100 livres sterling en 1970, ça a été divisé par 1400 fois. Le pouvoir d'achat de ce billet a été divisé par 1400 fois en l'espace de 50 ans. D'accord ? Le graphique de droite, j'ai pris les différentes monnaies de ces pays, donc la livre sterling, la lire italienne, alors la lire italienne jusqu'à ce que ça se transforme en euro, puis après l'euro, ensuite la livre sterling, le dollar, etc., le yen japonais, le franc suisse. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce que quelqu'un remarque quelque chose ? C'est que l'ordre est exactement le même. Si vous n'avez pas encore tilté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les monnaies ou les devises ou les pays qui font face à la plus grande inflation sont ceux dont la monnaie se déprécie le plus. C'est assez logique. Et comment je le mesure ? Je le mesure en or. Et donc là aussi, c'est peut-être une idée d'investissement si un jour on se retrouve dans le cas du Venezuela. La première décision, ou la chose la plus simple, c'est de changer votre monnaie pourrie dans une autre monnaie moins pourrie, voire de l'or. Ou du Bitcoin. Alors supposons que c'est moins pourri. C'est un peu plus volatile que l'or, je vous conseillerais quand même l'or. Donc vous voyez, c'est quand même très puissant d'avoir exactement le même ordre de tout ça. Donc, longue réponse, l'or est une sorte de devise alternative qui va vous protéger quand vous avez une inflation qui est galopante, avec une banque centrale qui fait n'importe quoi, genre la Turquie, et un gouvernement qui va dépenser au-delà de ses moyens, genre l'Argentine ou genre le Zimbabwe. Le reste du temps, et là c'est aussi un conseil que je vous donne, on est en Suisse. S'il y a bien une monnaie qui peut être perçue comme de l'or, c'est le franc suisse. Donc, n'essayez pas de sortir de votre monnaie. Vous avez déjà une monnaie sur le long terme. Je ne dis pas, vous pouvez faire un coup tactique, d'essayer de jouer de l'euro, etc. Mais vous êtes dans un pays où il y a peu d'inflation, où les institutions sont crédibles,
et vous avez une monnaie forte. Donc, l'or dans un portefeuille franc-suisse, ça jure un peu, si vous me permettez l'expression. Hein, c'est comme mettre du rouge sur du rouge, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Mais évidemment, si vous êtes au Venezuela, en Turquie, en Argentine, ben, j'aurais tendance à dire que vous avez intérêt à avoir de l'or dans votre portefeuille. Question? Je reviens. Et l'immobilier, il a passé rapidement sur une slide au début. Est-ce que l'immobilier est un refuge? Est-ce que l'immobilier, avec l'inflation, a tendance à monter ou au contraire? C'est un peu... Alors, c'est une très bonne question, c'est vrai. Il y a quelques slides. Thomas vous enverra la présentation. Ici, j'ai regardé le prix des maisons en fonction de l'inflation. Bon, c'est difficile de voir une corrélation. J'ai pris les États-Unis et le Royaume-Uni parce qu'on a beaucoup de données. Hein, et donc, ça permet de regarder historiquement. Et c'est un peu comme les actions. Ça dépend de quel niveau vous partez. Et surtout, ça dépend du taux réel que vous allez obtenir. Donc, ce n'est pas sûr. Oui, c'est une certaine forme de protection, mais ce n'est pas garanti que ça marche. Et je dirais, par exemple, pour de nouveau un cas pratique en Suisse, vous savez qu'il y a les fonds immobiliers. Les fonds immobiliers cotés qui permettent à des gens qui n'ont pas des grands moyens, parce que pour acheter un parc immobilier, ben, vous n'imaginez pas que c'est à la bourse de tout le monde. Donc souvent, les plus petits investisseurs, ce qu'ils font pour avoir une diversification, ils achètent ces fonds immobiliers. Vous pouvez acheter par tranche de 100 francs, 1000 francs, et ça vous permet d'avoir beaucoup d'immeubles. Le problème de ça, de ces fonds immobiliers suisses, c'est que quand vous faites la somme de toutes les maisons qui sont dedans, ça vaut peut-être 100. Mais vous allez payer ça 150. Pourquoi vous allez payer ça 150? Parce que le taux d'intérêt qui était servi, quand c'était à 100, c'était 4%. Puis vous dites, ah mais 4% c'est vachement intéressant. Moi je suis prêt à payer 110, puis d'avoir 3,8. Donc vous payez 110, puis un autre qui arrive et dit, non mais attends, les taux en Suisse sont à 0. 3,8, non mais c'est génial ce truc, c'est de l'immobilier, un actif réel. Non mais moi je veux aussi en acheter. J'en achète à 120, à 130, à 140, à 150. D'accord? Puis tout d'un coup les taux remontent. Alors, le prix de votre maison, il n'a peut-être pas bougé. Il n'a peut-être pas bougé, c'est toujours 100. Vous faites l'évaluation de tous vos immeubles, il valent 100. Simplement, les gens, ils disent, attends, mais maintenant, sur les obligations, je peux avoir 4%. Puis j'ai ce truc-là qui me paye du 3,8. Non, non, non. Là, je sors de ça et le prix commence à baisser. Donc, attention, les fonds immobiliers, ce qui n'est pas la même chose qu'un immeuble, pourraient baisser, leur valorisation baisse, mais ça ne veut pas dire que la valeur de l'immeuble baisse. Ensuite, un des pièges avec l'immobilier, qui est un risque, vraiment, si on va sur des niveaux d'inflation très élevés, et c'était arrivé en France entre les deux guerres, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que tout d'un coup, ben, si vous avez beaucoup d'inflation, l'économie qui ne va pas bien, généralement, vous élisez des gouvernements populistes. Et le gouvernement populiste, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, vous savez quoi? Vous êtes propriétaire immobilier, vous enrichissez sur le dos des locataires. Donc, ce que je vais faire, c'est que dorénavant, je vais bloquer les loyers. Et à ce moment-là, vous imaginez bien que le prix de l'immobilier va arrêter de monter très vite. Et même, il va avoir tendance à baisser. Donc, il y a toujours... Vous voyez, de nouveau, il n'y a pas de solution simple. Sur le moyen long terme, oui, ça suit à peu près l'inflation, c'est un actif réel, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément une panacée. Et vous le voyez sur ce graphe ici, ça bouge beaucoup mieux avec les taux réels. Et donc, les taux réels qui sont en train de remonter aujourd'hui, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle sur l'évaluation de l'immobilier. Donc, quand Mélenchon va être élu comme Premier ministre à la fin de la semaine, gouvernement populiste, c'est une autre histoire. Question suivante. Monsieur? J'essaie de vous mettre après, mais Non, mais allez-y déjà. Parce qu'après, je dois le virer parce qu'il a rendez-vous. Alors, je me demandais si cette problématique de l'inflation n'était pas finalement un faux problème et que dans le court terme, on va dire dans 6 mois, on n'en parlera même plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, il y a indéniablement une distorsion entre la demande et l'offre. C'est clair, mais pour moi, je lis ça comme un problème au niveau de l'offre. Tout le monde est au courant de la problématique du blé, des semi-conducteurs et je ne sais quoi d'autre. Et donc, et puis ensuite, au niveau de la demande, eh ben, on sait très bien qu'on est passé par ce Covid et qu'il y a eu une diminution de la demande et qu'on est probablement arrivé au même niveau de la demande qu'avant Covid. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de créer
parce que pour moi, il n'y a pas aucun doute qu'on va rentrer dans une récession, alors que finalement, dans 6 mois, on n'en parlera même plus, et que finalement, Powell avait raison, puisqu'on serait dans une situation d'inflation temporaire, mais au lieu d'avoir duré 6 mois, ça aura duré 2 ans. Et encore, d'autant plus qu'il y a probablement un effet de base, puisque on est passé de 2% à 8%, hein, je n'ai pas les chiffres en tête, et que forcément, à la fin de l'année, bien entendu, il y a un gros si, hein, si par exemple le cours du pétrole reste au niveau qu'il est, l'inflation va diminuer et disparaître d'elle-même. Vous avez tout à fait raison. Je l'ai dit d'ailleurs, c'est un problème d'offre. Mais justement, si comme vous ne pouvez pas contrôler l'offre, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez casser la demande pour résoudre ce problème d'offre. Il y a quand même une différence aux États-Unis, et justement qu'il n'y a pas en Europe, et c'est pour ça que la Fed est un peu inquiète. Je vous disais, il suffit que le génie sorte de la bouteille, et il y a eu beaucoup de distorsions avec la pandémie. Le graphique que vous voyez en bas à gauche, et c'est pour ça qu'il faut suivre aussi, c'est très important, le marché du travail. La Fed aujourd'hui est inquiète à cause du marché du travail aux États-Unis qui est très resserré et donc qui crée en fait justement il y a une pénurie de main-d'œuvre par rapport à un excès de demande. C'est aussi lié au Covid. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé de faire autre chose. Il y a des gens qui ont réalisé leurs gains sur les immeubles. Ils ont dit bah, moi, ma retraite, à la place de la prendre à 65 ans, je vais la prendre à 60 ans, etc., etc. Mais regardez le graphique que j'ai fait en bas. J'ai pris le taux de participation aux États-Unis, donc population active, et puis j'ai rajouté, toujours en pourcentage, les jobs qui sont ouverts. Donc c'est la demande totale de travail. Ceux qui travaillent déjà, plus ceux qu'on aimerait ajouter. Et puis j'ai pris, l'offre, où là j'ai pris la participation de la population. Donc la courbe que j'ai prise, c'est simplement le pourcentage d'emploi par rapport à la population totale. Et vous voyez aujourd'hui, pour la première fois, alors mon graphique il remonte pas très loin, mais je sais que Goldman Sachs a fait un graphique sur 40 ans. C'est la première fois depuis 40 ans que la demande de travail aux États-Unis excède l'offre. Et la Fed est paniquée à cause de ça. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que des demandes d'indemnisation chômage qui augmentent aux États-Unis, moins de création d'emplois, un taux de participation qui remonte, va faire que la Fed va être un peu plus relaxe. Et aujourd'hui, ils sont un peu dans leurs petits souliers et ils sont un peu obligés d'accélérer la cadence parce que vous voyez que cette courbe, le ciseau, il est en train d'augmenter et pas de se refermer. Donc ça aussi, c'est à suivre en dehors du CPI. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'inflation, c'est la variable la plus retardée du cycle. Donc des fois, le cycle est déjà en train de baisser et vous avez l'inflation qui continue de monter. Et le marché du travail aussi est une variable retardée, mais disons, elle est moins retardée que l'inflation. Donc d'avoir ce ciseau qui se referme, c'est aussi un indicateur que je regarde parce que je sais que la Fed va être un peu plus relaxe. Mais vous avez raison, je vous ai fait une longue réponse, mais vous avez raison. Et probablement, dans quelques mois, peut-être pas dans 6 mois, mais dans 12-24 mois, on va se retrouver avec une autre problématique parce qu'on aura trop cassé la demande ou on va améliorer l'offre. On va trouver un autre moyen d'acheminer du blé, on va investir et trouver des moyens plus efficients, on va consommer un peu moins d'essence, etc., etc. Ça, c'est quand même la beauté de l'ingéniosité humaine, c'est qu'on trouve toujours un moyen, à moyen long terme, grâce à la technologie, de résoudre ces soucis-là. Parfait. Ben, je dois interrompre. Je suis désolé, les questions, mais on est fini, je dois enchaîner derrière. On peut prendre. C'est toi qui sais. Hein. Allez, on prend. Tu as 2 minutes pour poser la question et répondre à la question après. Rapidement. D'accord. Je pose la question rapidement. On a eu un QE énorme, 20 à 30% de la masse monétaire américaine a été imprégnée lors des 2-3 dernières années depuis la crise. On a une inflation à 8,2, 8,5 en Europe et aux US. Quelle est votre stratégie pour avoir une performance de portefeuille nette d'inflation correcte avec un risque correct? Comment on fait dans ce marché? On ne fait pas. Cette année, c'était impossible. À moins d'être tout en énergie, dans les matières premières, il n'y a aucun actif qui a fait mieux que l'inflation. Il n'y a aucun actif. Mais de nouveau, ça aussi, il faut garder ça en tête. L'investissement, ce n'est pas qui aura raison sur 3 mois ou sur 6 mois. C'est plus des constructions à moyen long terme. Vous voyez, l'erreur aujourd'hui, ça serait de dire, quoi, à moins que ce soit votre scénario, dire, merde, il y a de l'inflation, j'ai écouté Fabrizio et Thomas, allez, on bourdore, on met du pétrole, de l'immobilier, etc. Et puis dans 12 mois, vous êtes en déflation. Et puis il faudra faire tout l'inverse. Il ne faudra surtout pas avoir de ça. Donc on essaye de construire sur le moyen long terme, sachant, et je vais être honnête, cette année, mes performances sont exécrables. Parce qu'on n'avait pas vu venir, parce que de toute façon, j'aurais jamais eu le courage d'aller tout en pétrole. Mais
on essaye de se faire le moins mal possible. C'est un peu comme la course automobile. Il ne faut pas sortir de la route. Hein, il faut rester dans la course. Mais jusqu'à où on tient ses positions quand on a un bear market enfin, je sais qu'on oublie rapidement d'où on vient. C'est un peu pareil sur le Bitcoin. On oublie qu'il n'y a pas longtemps, on était à 5000. Hein. Moi, je l'ai vécu. Enfin, c'est dur à dire. Il y a des investisseurs qui prônent les stratégies type DCA, passif sur le long terme. Ouais. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, les cycles économiques et les rotations sectorielles vont de plus en plus vite. Comment est-ce qu'on peut faire du long terme dans un marché qui fait tout sauf du long terme? Alors, c'est clair, et je me rends compte aussi de la limite, c'est-à-dire que même, mettons, on n'est pas immortel, donc de toute façon, notre épargne, c'est, à moins que vous êtes extrêmement riche et puis que c'est pour transmettre aux générations futures, mais généralement, on en a besoin pour notre retraite, donc il y a quand même un micro-data à la fin, on sait qu'on va avoir besoin de cet argent. Il faut quand même essayer d'avoir une vue moyen-long terme et se dire une allocation stratégique. Combien je veux d'actions, quel risque je suis prêt à prendre, et après on tourne autour de ça. Mais je ne crois pas aux gens qui disent « moi je savais, à ce moment-là il fallait aller full action, là il faut tout vendre, voire même aller short, et puis maintenant je mets tout en bonds ». Vous pouvez avoir raison 1, 2, 3 fois, super, bravo. C'est comme au casino, vous pouvez aller, vous jouez la première fois, vous jouez le 7, vous gagnez. Est-ce que vous allez faire ça 10 fois de suite? Non. Et les gens qui font ça, au bout d'un moment, ils sont out of the game. Donc le but en fait, de ces investissements, c'est de rester relativement longtemps dedans, de ne pas se faire trop mal et d'essayer de construire sur le long terme, sachant qu'il y a des années où vous allez vous faire mal et il faut l'accepter. Voilà. Et après, il faut peut-être revoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout garder, hein, c'est pas non plus ça. Il faut des fois dire, ben merde, j'ai fait faux, quoi. Je pensais ça, c'est faux, je sors et je réinvestis dans autre chose. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal, je vous confirme. Voilà. Désolé. Merci Fabricio. Merci à vous. Merci et bonne chance. Merci d'être venu. À bientôt. À bientôt. Bon train. Plaisir. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec Milan Thomas, qui va venir nous parler de matières premières tout de suite.